Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Jean-Luc qui a 57 ans et 2 grandes filles d'une vingtaine d'années. Ensemble, on discute de l'enfance de Jean-Luc, d'un événement extrêmement marquant à ses 7 ans, de ce qui l'a amené à avoir des enfants et à aujourd'hui vivre au plus proche de ses émotions. On parle aussi de sensibilisation au féminisme, de ses questions autour de son rôle de père et de mec dans notre société, de ses discussions avec ses filles à ce sujet. Vous verrez, Jean-Luc est un grand bavard, j'ai pas eu beaucoup à intervenir dans cet épisode, j'espère qu'il vous plaira tout autant que j'ai eu à le tourner. Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, mais vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur Spotify, sur Deezer, sur Audible, sur SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes du podcast. Si vous écoutez en podcast, vous pouvez laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S. Je ferai en sorte de vous répondre, c'est pareil, l'email se retrouve dans les notes. Mais assez parlé, je vous laisse en compagnie de Jean-Luc. Merci d'avance pour toutes vos bonnes vibes. On est avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut Fabrice. Ça va ? Je suis un petit peu tendu à vrai dire. T'es tendu ? Pourquoi ? C'est quand même une expérience assez inhabituelle. Et puis, comme je te l'expliquais, je peux facilement tomber dans l'émotion. Ouais. Et pour moi, ça correspond quand même à un enjeu important qui est celui de donner, à travers cette interview à mes filles, de rendre à la hauteur de ce qu'on vit ensemble. Ouais. Voilà, mais on n'a qu'une heure, hein, tu sais, donc... Oui, on n'a qu'une heure, mais tu sais, je suis assez bavard. Te mets pas trop la pression, quoi. Non, mais j'aurai des moments sans doute où ça va s'entendre, mais, okay. Pour moi, c'est pas grave du tout. Ok. Tu m'as envoyé un message oui. à 5h30 du mat, oui. Si j'ai bien compris. Oui. Où tu m'expliquais que, en gros, vous êtes avec tes filles assez réparties, séparées dans le globe, et notamment Héloïse, c'est ça ? Héloïse qui est à Ottawa, oui. Et en fait, vous avez une heure de réveil vous avez une heure où globalement vous pouvez encore vous parler. C'est à peu près à cette heure-là, c'est ça ? Oui, alors disons que j'en ai pris conscience quasiment même en t'écrivant. C'est-à-dire que elle se couche assez tardivement. Il y a 6 heures de décalage, 7 heures parfois, mais 6 heures. Et donc, quand elle se couche autour de minuit. Elle peut se coucher plus tard d'ailleurs. Mais moi, si je me réveille un petit peu tôt, j'ai la possibilité de la capter. Et en fait, je me suis rendu compte que l'éloignement faisait que je me réveillais naturellement plus tôt. Ah, ok. Donc, j'avais c'est important pour moi de savoir qu'elle est toujours là-bas. Il y a l'inquiétude du père qui se dit ma fille est à l'étranger, est-ce qu'il lui est pas arrivé quelque chose ? Et puis il y a l'envie aussi, et ça finalement ça crée un petit peu des moments de complicité, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à écouter ton podcast quasiment simultanément. Ah ouais, ok. Alors avant de parler de plus en détail de toi, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Jean-Luc, ouais. J'ai 57 ans, bientôt 58 ans. Je suis marié depuis... 30... T'as levé les yeux au ciel. Non, j'essaye de faire le calcul parce que pour moi, c'est pas important, c'est naturel. Je me suis marié en 91, donc tu vois, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Et voilà, on a 2 filles. Julia qui a 25 ans, qui a eu 25 ans récemment et qui est parisienne depuis quelques années, et Héloïse qui termine ses études à Ottawa, okay. Voilà, qui a 21 ans. Ok. Et c'est Héloïse qui me challenge sur le sujet, c'est-à-dire que depuis à travers ton site bien sûr, mais aussi à travers ce podcast, elle tenait absolument à ce que je participe. Donc, comment elle te challenge alors ? En me disant papa, j'aimerais trop que tu participes, etc. Alors évidemment moi
j'ai bien l'impression de vivre quelque chose d'assez intéressant avec mes filles, mais je me dis que finalement c'est du domaine de la banalité et je suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un. Donc du coup, je l'écoute avec intérêt et puis en même temps, pour moi c'est presque une injonction, c'est-à-dire que elle a envie que je le fasse, donc je vais le faire. Comment ça ? Si c'est important pour elle, c'est important pour moi. Je cherche pas à savoir si elle a raison ou elle a tort. À partir du moment où ça l'est pour elle, ça l'est pour moi. Et c'est dans l'ordre des choses. C'est pas quelque chose. Quand je dis injonction, c'est un petit peu le terme est un petit peu dur, mais en fait, j'ai envie de partager ça avec elle. Pour moi, c'est une occasion de partager quelque chose de singulier. Voilà. Et donc, tu viens avec, comme tu disais, un peu tendu. Tu viens en traînant un peu la patte. Enfin, j'imagine non, que... je traîne pas la patte. Je me suis juste... je suis tombé dans le piège de préparer les choses. Et au plus je prépare, au plus je me rends compte de l'étendue de la relation et de la vacance de ce que je pourrais dire. Donc au fond, je me dis que ça se trouve... je vais avoir un interview d'une platitude et ça m'embête beaucoup, je te dis, de ne pas pouvoir rendre la hauteur de la relation qu'on a ensemble. Et en fait, j'aurais dû... Alors bon, elle m'encourage aussi, hein, parce que ça fait un moment que je lui dis mon inquiétude et qu'elle me dit, mais papa, tous les hommes qui sont interviewés ont ce problème-là. Et puis... fais-le spontanément, tu sais le faire, lâche-toi. Ça n'empêche pas que les émotions parfois, les inquiétudes, tu contrôles pas tout. Donc voilà, j'arrive, tu vois que je suis difficile à arrêter, donc c'est pas... J'ai connu pire client, tu sais, Ouais, comme on dit dans le jargon, t'es un bon client pour un intervieweur. Est-ce qu'on peut parler de tes débuts, de tes envies de paternité, pour revenir au début de l'histoire ? Oui, alors moi je suis issu d'une famille nombreuse, j'avais 6 frères et sœurs dont un n'a pas vécu, mais dans des conditions qui n'étaient pas normales, il aurait dû vivre. Donc on a aussi cet héritage familial. Et j'ai une petite sœur qui a 12 ans de moins que moi. Et quand j'avais 13 ans, j'étais son parrain. Et bizarrement, naturellement, je me suis senti investi de quelque chose d'important et quand on allait la faire dormir pour la sieste, j'allais lui tenir la main et voilà, donc c'était déjà quelque chose qui semblait naturel. Tes parents t'ont demandé ou proposé de devenir le parrain de ta petite sœur alors ? Ouais. Ce qui est déjà une vraie responsabilité en soi quand tu as 13 ans, non ? Alors la question de la responsabilité, pour moi, chez moi, c'est quelque chose de super important parce que je te parlais de mon frère qui était décédé avant ma naissance et en fait, dans mon esprit, il est mort 2 fois puisqu'un jour, on s'est retrouvés sur la tombe, les 5 enfants à l'époque et mes parents, et la tombe avait disparu. C'est-à-dire que elle avait été vidée, mes parents avaient eu des enfants à 14 mois, plus des jumeaux, donc on était 5 enfants, 3 ans et demi. Ma mère avait fait un petit peu de dépression, donc on avait un petit peu abandonné la tombe, et la tombe, tout d'un coup, qui était finalement un petit monticule de terre avec une croix en bois, avait été vidée et mis à la fosse commune. Et cet épisode, moi, ça m'a, vitrifié d'une part. T'avais quel âge ? J'avais 7 ans. Ok. C'est-à-dire que du coup, je suis resté dans l'enfance, bloqué dans l'enfance à 7 ans. C'est-à-dire je vis ma vie comme un enfant de 7 ans. Encore aujourd'hui ? Ouais, avec ça a de très bons côtés. Hein, ça a cette capacité. Enfin, j'ai cette capacité d'émerveillement devant les choses, et peut-être cette facilité de relation avec les êtres. C'est-à-dire que je suis sur l'être et sur l'enfant de l'adulte. Et puis enfin, en même temps, j'ai acquis. Ça m'a précipité dans le monde des adultes avec une espèce de brutalité. C'est-à-dire, je suis devenu hyper raisonnable à 7 ans. En enfant, hyper raisonnable. Ça fait quelque chose d'un petit peu particulier. Mais donc pour moi,
c'était normal. Enfin, je veux dire, je me sentais investi de cette responsabilité. Et je l'ai vécu, tu vois, que par le plaisir, quoi. C'est-à-dire tenir la main de ma petite sœur. Il y a pire comme difficulté. Mais j'aimais ces moments plutôt que d'être ailleurs. Bon, après, je jouais au foot, j'étais un peu chef de bande sur le terrain, mais là, j'étais présent. Et du coup, mes sœurs ont eu des enfants assez jeunes. Ce qui peut-être... pour moi, faisait que avoir des enfants, c'était naturel. Et quand mes filles sont arrivées, plus tardivement, puisque je me suis marié, j'avais 30 ans, j'ai eu ma fille il y a 33 ans, ma première, Julia, j'étais presque détaché de cet aspect-là, ça s'est fait naturellement. Mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu des nouveaux pères, un petit peu en désarroi. Et j'ai souvent eu envie d'en discuter, mais j'ai jamais trouvé de la part des pères une écoute. C'est-à-dire, quelque part, quand tu es une femme, tu portes l'enfant. Alors, c'est sûr que quand tu es un homme, tu partages aussi cette grossesse, mais c'est pas pareil. Et donc, ça te rattrape tout d'un coup. Et violemment... Alors, c'est idiot ce que je vais dire parce que je t'ai parlé de responsabilité. Violemment, tu es mis face à des responsabilités. Tout sera plus jamais comme avant. Et c'est un truc qu'on peut vivre mal, qui m'a beaucoup troublé. Hein. Ça t'a troublé dans quel sens ? Dans le sens où je ne savais pas si c'était bien pour moi. C'est-à-dire que j'étais pris entre la joie et une proximité immense avec ma petite Julia, mais en même temps, avec peut-être une forme d'inquiétude et de détachement qui pouvait... moi, derrière, j'aime bien sortir des phrases comme ça, définitives, et je me suis dit, tiens, finalement, peut-être que la première cause d'adultère, c'est le premier enfant. Sachant que le deuxième enfant est la première cause de divorce. Mais en même temps, tu vois, c'est quelque chose qui vient nous troubler et que par notre éducation, peut-être, fait qu'on n'aborde pas ces questions. Moi, ça m'embêtait de voir des amis qui étaient de nouveaux pères finalement refuser un petit peu ce dialogue-là. Donc pour ça, je trouve que ton initiative, elle est super bonne, quoi. Ils font parler, c'est normal, quoi. On s'inquiète, on ne sait pas si on saura faire, on n'est peut-être même pas très bon parfois, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être. Je pense que c'est aussi un rapport à la masculinité, tu sais. Il y a ces côtés un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique, qui est ce truc des mauvais côtés de la masculinité, qui est il faut garder ses émotions pour soi, il faut être fort, il faut pas pleurer. Et effectivement, ce genre de... Enfin, moi, je suis très content de vivre en tant que mec en 2019 plutôt que 70 ans plus tôt ou 50 ans plus tôt, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour les mecs. En tout cas, ça commence à devenir plus simple. Je dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, ça commence à devenir plus simple, et notamment pour les plus jeunes, de comprendre qu'en fait, ils peuvent parler de leurs émotions et parler de ce qui les chagrine à l'intérieur sans pour autant être moins des mecs, quoi. Donc j'invite tous les gens je sais pas si tu connais le podcast qui s'appelle The Boys Club. Non, on fait parler on fait parler des mecs, de leur rapport à leur genre et à leur masculinité. C'est hyper intéressant. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment creusé toutes sortes d'âges, donc c'est plutôt des vingtenaires, trentenaires si tu veux, mais l'idée c'est d'aller chercher un peu plus loin maintenant et justement de pouvoir avoir toutes sortes d'expériences. Mais je pense que c'est une parole qui est en train de se libérer, et effectivement tu l'as sans doute pas vécu, toi. C'est super important. Alors moi j'ai vécu avec des femmes, hein. Enfin, j'avais un père bien sûr et un frère, mais j'ai vécu avec des femmes. Ma mère était sans dire militante, elle était engagée, c'est-à-dire qu'elle m'expliquait que c'est pas parce que j'avais des sœurs qu'elles allaient être à mon service, et je trouvais ça super important. Quand j'étais gamin, j'avais des traits assez féminins, donc on me prenait souvent pour une fille. Donc j'ai toujours été à l'aise avec ça, et puis moi je pleure assez spontanément et je fais pleurer beaucoup. Alors des fois on me dit mais c'est quand même bizarre, j'ai été chef d'entreprise, j'ai fait pleurer énormément de salariés.
souvent des femmes, la plupart du temps des femmes. Mais en fait, Et tu les faisais pleurer parce que tu montrais toi-même tes émotions, c'est ça ? Je sais pas si je montrais moi-même mes émotions, mais j'aime assez mettre les gens en rupture. C'est-à-dire que j'aime et on l'a vécu encore hier soir avec Julia, on mangeait ensemble tous les deux, c'était absolument génial parce qu'on se faisait un petit repas à deux et elle m'observait avec le serveur et elle me dit mais je pourrais te caricaturer parce que je vois comment tu agis et au début on ne sait pas trop finalement si tu es un pervers ou un bienfaisant. Mais la façon dont tu poses les questions, la façon dont tu fais qu'à un moment donné, la personne, elle est obligée, soit elle va être dans la fuite, soit elle est obligée de venir sur l'être. Et en fait, elle me dit, toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire sortir l'être. Voilà. Donc, tu vas aller le chercher par n'importe quel moyen. Et moi, j'ai eu des gens, une fille que j'accompagnais, que je recrutais, je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas inventer pour que je t'embauche pas, quoi ? Je veux dire, là, je te tends la main depuis des semaines. Là, je suis en train de te dire, parce que je suis très engagé dans la prévention de la discrimination. Donc, pour moi, c'est important de t'offrir ce job. Et toi, tu es en train de te démonter progressivement. Et tu descends. Et à un moment donné, je dis, je ne suis plus rien pouvoir pour toi, quoi. Et là, forcément, que ça met les gens face à leurs émotions. Et comme j'exprime beaucoup mes émotions, parce que, bon, voilà, ça se sent, je suis au bord des larmes parfois quand je parle, bon, les gens doivent se dire que finalement, il n'est peut-être pas si malveillant que ça. Donc voilà, ça, c'est quelque chose. Et Héloïse, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui était important pour elle, elle m'a fait un petit topo en 5 points. Et un des points, finalement, qui l'a fait ressortir, c'est ce côté émotif. Mais pas émotif au sens de gna gna, t'es un chougnard. Non, c'est émotif au sens où tu acceptes tes émotions et ça nous met à l'aise, nous, de savoir qu'on peut pleurer. Alors ça me met à l'aise, mais en même temps, des fois, avec Héloïse, quand on a des discussions un peu chaudes, autour du féminisme, par exemple, ou d'autres sujets, elle peut se mettre à pleurer, et moi, ça me déconcerte énormément. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, je suis un salaud de mec. Et d'ailleurs, je suis assez troublé par la relation homme-femme qui, en ce moment, quand je dis je suis troublé, c'est plus que troublé, je suis attristé de voir que c'est difficile d'aborder ces questions parce que je comprends tout à fait, je milite avec les filles et les femmes parce que ce qu'elles vivent, je trouve ça intolérable. Et en même temps, ça me renvoie que je suis un mec et que j'ai peut-être des comportements de mec qui sont aussi intolérables. Et ça m'arrive de plaisanter parce que sans dire que je suis un dragueur, quand il y a une serveuse, je vais essayer de créer un lien et elles me disent mais t'es lourd, voilà, c'est et cette relation un peu difficile, elle me challenge beaucoup là-dessus et puis je sais pas comment réagir parfois et c'est pas un problème d'intelligence. Au niveau ressenti, même des fois, je leur pousse des posts ou des trucs comme ça en leur disant qu'est-ce que vous pensez de ça, quoi. Tu veux dire des trucs que tu as trouvés sur Internet, c'est ça ? Que j'ai trouvé sur Internet, je leur envoie et puis elles répondent pas trop. Là, elles me laissent un peu tout seul face à mes interrogations. Mais pour moi, c'est important. C'est important, tu vois, par exemple, mes filles écoutaient beaucoup, suivent beaucoup Mademoiselle. Mm-hmm. Grâce à ça, moi, j'ai appris des choses sur la cup. Je savais tout. La coupe menstruelle, si vous savez pas. Qui est un récipient, ou si vous savez pas non plus, c'est un récipient qui est fait, qu'on introduit dans le vagin pour récupérer le sang menstruel. Voilà. Super intéressant, quoi. Alors, je sais pas si ça vient de Mademoiselle, mais j'ai l'impression, il y a plein de choses où elle m'éduque. Et elle m'éduque. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la paternité. C'est-à-dire que
paternité tout seul, ça veut trop rien dire. Pour moi, c'est une relation équilibrée. Et c'est ce vers quoi j'ai essayé de tendre et j'ai le sentiment d'avoir réussi ça. Voilà, c'est-à-dire que des fois, je me suis trouvé mauvais manager comme chef d'entreprise. Parfois, je me suis trouvé mauvais ami, mais jamais complètement mauvais père. Parce qu'on a cette relation qui est vraiment une relation bijective où, je leur transmets des choses. Oui, ok, c'est normal, j'ai 57 ans, j'ai vécu des trucs intéressants, j'ai envie de leur faire partager. J'aime la pédagogie, ma femme aussi, on échange beaucoup. On parlait de gravité, Julia avait pas 3 ans, on illustrait ça. Et pour autant, moi j'apprends tellement, quoi. Mais pas au sens de on me fait un enseignement sur quelque chose, quoique il y a des sujets aujourd'hui à 25-21 ans, chacun dans leur domaine de spécialité, et puis même avant, elles ont plein de choses à m'apprendre, mais plutôt dans la relation équilibrée, je m'auto-règle. Tu vois, je me dis, oui, c'est vrai, t'es peut-être un peu un con, tu devrais pas faire ça comme ça. Alors, t'as la sensation que le fait d'avoir des filles t'as changé en tant que mec. Alors moi j'adore avoir des filles. Ouais. J'avais des amis qui me disaient mais t'aurais pu avoir un petit mec, t'aurais pu jouer au foot, mais honnêtement, si j'ai rêvé d'avoir une 3e fille, quoi. Mais avoir des filles, c'est génial pour un père. Pour qui s'investit. C'est ça qui est important. Parce qu'évidemment, si tu restes à distance en disant moi je suis un mec, c'est pas de mon ressort de lui apprendre ça, je te dis, c'est elle qui m'apprenait des choses sur les règles. On vivait des choses simplement, quoi. Il n'y a pas de tabou. Et par rapport à, je te disais, la question de la connerie, souvent moi je disais on n'est pas un con, parce que moi c'est important pour moi, si j'ai un message à faire passer, je me sens investi de ça. C'est tout être, il y a l'être et le paraître, et tout être est fondamentalement bon, mais parfois c'est un sacré connard, quoi. Il y a en chacun de nous un connard qui s'ignore, voire qui s'ignore pas trop. On n'est pas un con, on agit comme un con. Voilà, donc voilà, ça fait partie un peu de ce que les filles appellent les Jean-Lucades, c'est-à-dire... Ah oui, les phrases... il y a des phrases comme ça. Alors, tu parlais de la maternité, au tout début, moi quand j'ai dit aux filles quand elles étaient assez jeunes par rapport à Julia, pour moi c'était important de leur dire que je les désirais en tant que père. Et pour Julia, j'ai été un peu brutal. Je lui ai dit, pour toi, je sentais que c'était la bonne. J'avais donné le meilleur de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que c'était un peu l'éjaculation salvatrice. Là, il y a, Elle a dit ça à quel âge ? Alors, je me souviens plus, mais bon, elle avait sans doute moins de 10 ans, quoi. Ouais. Et donc... Ça peut marquer un enfant. Non, c'est pas, je dis ça. Oui, alors. Je transpose, tu vois. Ça peut marquer, mais moi je crois que ce qui marque, c'est ce que tu dis pas, c'est ce que tu dis de manière pas spontanée. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut tout dire. On peut vraiment tout dire dès lors que tu les dis avec cœur. Moi, pour Julia, qui était la première, mon premier apprentissage, c'est l'intelligence de l'enfant. C'est-à-dire, elle parlait pas. On avait perdu une pantoufle. Et elle vient vers nous et elle nous dit que la pantoufle est là, et on lui explique que la pantoufle peut pas être là parce qu'on l'a déjà cherchée là, c'est pas possible. Et elle insiste et au bout d'un moment je me dis, mais soit cette fille-là est demeurée, soit elle est d'une grande intelligence, ou elle sait quelque chose. Elle sait quelque chose, et si elle sait, c'est qu'elle a compris, malgré son absence de maîtrise du langage, elle a compris quelle était notre problématique. Et on a trouvé la pantoufle là où elle était. Elle était tombée derrière, peut-être c'était elle qui l'avait fait tomber, je ne sais pas. Elle avait 18 mois. Moi, ce jour-là, je me suis dit, jamais plus je me briderai.
Et j'ai jamais parlé à mes filles comme à un bébé. Ce qui était le cas de ma femme, d'ailleurs. On les a toujours mis sur un pied d'égalité. Et donc, on peut se dire des choses qui sont pas dans les dogmes. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de dogme. Ça se fait naturellement. Donc, j'étais pas en train de te juger, hein, si tu veux. J'étais juste en train d'essayer d'évaluer effectivement à quel point, quand tu reçois ça de la part de ton père, qui est j'ai tout donné, c'était la meilleure éjaculation que j'ai jamais donnée. Tu peux Alors, j'ai pas dit que c'était la meilleure éjaculation, mais elle a très bien compris parce qu'elle disait toujours pas d'image, tu vois. C'est un peu ce que disait Eric lors du dernier entretien. C'est la sexualité des parents, elle est insupportable. Et ça je conçois qu'elle soit insupportable. C'est-à-dire que je les amène pas là. Mais en même temps, je suis très provocateur, c'est-à-dire de temps en temps, je fais des incursions dans le sordide ou dans voilà, j'aime créer cette situation de rupture qui fait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Comment tu as la sensation alors justement que tout ce que tu me racontes là sur ta façon d'être, ta personnalité, etc., comment ça s'est concrétisé toi dans le quotidien avec tes filles, et comment tu as la sensation aujourd'hui, maintenant qu'elles sont grandes, de ce que ça a pu leur apporter à elles en tant que personne? Alors, peut-être la phrase la plus importante chez nous, celle qui est le plus souvent prononcée, c'est « je t'aime ». Mais chez nous, c'est pathologique, quoi. Quand je dis c'est pathologique, on fait pas. On a un groupe sur WhatsApp qui s'appelle que moi j'ai créé et que mes filles ont renommé Famille d'amour. On s'envoie des cœurs, on est toujours après se dire qu'on s'aime. Quand on est loin, et c'est le cas d'Héloïse parce que ça fait 6 mois qu'elle est à Toronto, à Ottawa. Julia aussi à Paris, et nous, ma femme à Grenoble, et puis moi qui passe ma vie dans le Gard rhodanien. Donc voilà, on vit à distance. Donc comment créer cette intimité-là? On la crée. Ça passe par-dessus et pour moi, je trouve les réseaux sociaux, c'est absolument extraordinaire. Ça nous permet d'entretenir en permanence. On échange tout le temps, et on se dit qu'on s'aime. Les gens nous prennent un peu pour des malades, et moi j'aime bien ce côté famille fantasque, alors qu'en fait on est absolument pas fantasque. Bon, peut-être mes frères et sœurs le sont un peu, mais on est tout le temps les fantasques d'un autre. Mais par exemple, nous on fait ce qu'on appelle la chaîne de l'amour. Donc on est à table, on se tient par la main et on chante C'est l'amour. Est-ce que le fameux titre c'est le titre d'une chanson, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on chante ça, enfin on le chante mal d'ailleurs, mais on s'en fout. On fait ça, on se tient par la main, on se fait des séquences de bisous à 4, des roues de bisous, c'est-à-dire l'un embrasse l'un qui embrasse l'autre, etc. Et on passe un temps qui est les amis qui regardent mes filles, elles disent quand même ils sont un petit peu spéciaux ces gens-là. Et en même temps, l'amour, j'ai l'impression que ça percole, c'est-à-dire que elles ont des amis qui étaient très distants, qui n'étaient pas dans le contact. Mes filles sont toujours en train de les toucher et elles adorent ça. Je vois sur Insta des photos des copines où je me dis, voilà, ça progresse, quoi. Donc déjà, tu vois, ça nous cale bien. On part en vacances, elles veulent jamais qu'on parte sans elles. À 25 ans, là, on attend avec impatience le retour d'Héloïse pour aller faire quelques jours dans une capitale européenne. Et c'est fondateur. Et il ne nous viendrait même pas à l'esprit. Enfin, on n'a pas envie de partir seul. On est parti une fois seul à Rome avec ma femme et on est revenu, mais on avait ce manque-là. Mais pour autant, c'est quelque chose de nature. Ça peut paraître complètement, avilissant. Alors moi, j'ai aussi une théorie là-dessus. Si c'est naturel, fais-le naturellement. Te force pas à le faire. Et on vit cette chose-là. J'arrive pas à exprimer ce que je voulais dire, mais on le fait spontanément, et je trouve que la première règle de respect, je suis très attaché à la bienveillance,
Mais pour moi, la bienveillance, c'est le respect pour l'autre, mais c'est aussi le respect pour soi. Et notamment par rapport au problème de l'école, j'entendais que c'était une discussion que vous aviez sur le fait de sortir ses enfants de l'école. Moi, j'étais plutôt pour moi, c'était important qu'elles aillent à l'école de la République. Et on peut se révéler partout. On peut se révéler partout dès lors qu'on souhaite être bien, se dépasser, qu'on est là pour s'aider. Je fais des apprentissages au quotidien, tout le temps. Je fais des grands apprentissages même. Ça me change, ça me transforme, ça me rend meilleur. Mais elle aussi. Et ça nous permet de vivre des situations intolérables. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait ce monde est intolérable, mais je n'en connais pas de meilleur. Donc voilà, moi c'est ma philosophie. Il n'y a pas de... Donc je me sens pas jugé, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Pour moi, ces choses se font spontanément. C'est un peu, faut mettre de l'authentique. Donc si tu penses que, à la limite, j'ai pas de jugement à porter, qu'il faut sortir tes enfants parce que tes enfants, ça leur permet de se révéler, eh bien fais-le. Mais fais attention parce qu'il y a le problème du don et du contre-don. C'est-à-dire, si ton enfant il se réveille en disant « Mes parents se sont sacrifiés pour moi, est-ce qu'ils se sont respectés ?» Ben non, ils ne se sont pas respectés s'ils se sont sacrifiés pour moi. Fais-le si tu ne te sacrifies pas. Et autrement dit, il n'y a rien de mauvais. Et personne ne peut juger pour toi que ce que tu fais, c'est bon pour ton enfant. Il faut le faire de manière authentique. Il faut le faire, mais avec l'idée que c'est jamais un sacrifice. Parce que si c'est un sacrifice, alors là, tu vas commencer à reprocher aux enfants finalement de t'avoir empêché d'être toi-même. Ça, c'est vraiment le pire que tu puisses offrir à ton enfant. C'est quoi les trucs sur lesquels tu as la sensation d'avoir donné des choses à tes deux filles, ou vous avez donné des choses à vos deux filles qui étaient un peu hors normes par rapport au reste du monde? Tu parlais tout à l'heure d'amour, ça, j'ai compris que c'est un gros truc chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est difficile à dire qu'est-ce qui est hors norme, surtout quand tu es en train de dire il y a deux secondes que tout est normal finalement. Il faut que les choses soient normales, naturelles. Par exemple, on s'est... très vite, avec les filles, on a discuté un peu de ce qui était acceptable et ce qui l'était pas. Et l'idée, c'était que, pour moi, il y avait 80% des choses, ça se discutait même pas, quoi. Je m'en foutais. Fais-les si tu as envie de les faire. Tu parles de quoi quand tu parles d'acceptable et pas acceptable? C'est-à-dire faire des choses que toi, t'as pas imaginées, faire des études qui sont pas celles que tu aurais rêvé pour tes enfants, avoir une sexualité qui serait pas celle que tu aurais imaginée. C'est pas à toi à penser que c'est bien ou pas bien, quoi. Je veux dire, ça peut te terroriser, bien sûr. Mais ce qui va te terroriser, c'est ce que ça te renvoie à toi-même, c'est pas ce que vit l'autre. Tu peux par rapport à l'homosexualité, la fluidité, le fait de ne pas avoir de sexualité, c'est pas ton problème. Je veux dire, donc ce qu'on disait, c'est nous, globalement, il y a 10%, ce sera jamais acceptable. On a dit tout de suite, on a posé tout ce qui est sécurité pour toi, sécurité pour ta sœur, sécurité pour les gens, ça fait partie de ce qu'on appelle le respect. Sécurité, respect. Donc c'est des choses qui pour nous sont pas discutables. On transigera jamais. Et surtout, on était toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord avec ma femme, qu'on se saboterait pas l'un et l'autre. C'est pas facile, hein, on n'est pas d'accord, mais on n'a jamais renvoyé à nos filles l'idée qu'elles pouvaient jouer avec l'un ou avec l'autre. Pour 80% des choses, tu fais ce que tu veux, puis il y a des choses qu'on va encourager. Alors, je suis en train de m'en mêler dans mes pourcentages, mais en fait, je m'en fous un peu. Mais c'est pas grave. c'est pas grave. On a compris. Qu'est-ce qu'on a donné de peut-être une éducation, alors je vais dire, c'est un peu idiot, mais c'est une éducation à l'américaine.
Ça veut tout et rien dire. Hein, l'éducation oui, non, mais quand je dis une éducation à l'américaine, l'éducation à la française, on a peur de tout et on est toujours après dire à nos enfants, fais pas ça, tu vas tomber, fais pas ça, et globalement, on avait calculé qu'on disait 80 000 fois à ton gosse, c'est pas possible, comment veux-tu que ton gosse s'épanouisse dans ces conditions? Donc moi, j'ai le sentiment d'avoir plutôt toujours poussé. Quand Héloïse me dit, souvent, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? La seule chose que tu peux pas faire, c'est celle que tu fais pas, quoi. C'est ça, c'est ose tout. Ose tout. Moi, je fréquente via le travail quelqu'un qui a notoriété, qui est une entreprise de 40 000 personnes, qui est milliardaire. Et ce gars-là, j'y suis allé, pas au culot, parce que c'était pas du culot, à l'envie. C'est-à-dire, je lui ai dit l'envie que j'avais de faire des choses avec lui. Et cette envie-là, il l'a entendue. Et j'ai pu partager des choses exceptionnelles parce qu'à un moment donné, j'ai eu... un peu une forme d'indécence, c'est la pertinence de l'impertinence. C'est-à-dire, j'y suis allé, je me suis dit, et Julia, quand elle est partie aller faire ses études, Héloïse, pardon, quand elle est allée faire ses études à Ottawa, alors elle est passionnée de NHL, c'est-à-dire la ligue de hockey américaine. Et elle sait tout, hein. Son équipe préférée, c'est les Chicago Blackhawks. Elle discute avec des Canadiens de l'équipe de Montréal et le gars lui dit, et le joueur, le machin, lui dit, écoute, je pense qu'il faut que tu révises un peu tes fiches parce que ça fait 10 ans qu'il n'est plus dans l'équipe. Et voilà, elle sait tout. Et elle me dit, est-ce que je peux solliciter le capitaine de l'équipe mais bien sûr. Et non seulement c'est urgent que tu ailles à Chicago pour voir ton équipe préférée, parce que ça serait vraiment trop con que tu rentres ici sans avoir réalisé ce rêve-là. Et puis, que tu essayes pas de le rencontrer par tous les moyens. Alors, elle l'a pas rencontré, mais elle avait fait un petit panneau, elle s'était mise devant l'affichage en lui disant « Je viens de France, coucou, j'ai envie de t'interviewer ». Mais voilà, c'est-à-dire qu'on les a poussés à oser. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Quand Julia, elle voulait, il y avait beaucoup de maisons de poupées à l'époque, donc elle me dit, on va faire une maison, j'aimerais bien avoir une maison de poupées. Je lui dis non, moi une maison de poupées, hors de question que tu aies une maison de poupées, mais si vraiment tu veux, on va la faire ensemble, mais complètement ensemble. C'est-à-dire qu'on va l'imaginer, tu vas la dessiner cette maison. Tu vas dire comment tu veux que les murs soient, et puis on va la construire ensemble. Alors moi, j'avais une représentation, on disait qu'est-ce qui fait que les gens sont des entrepreneurs? Et il y a eu une étude, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui disait finalement il n'y a aucun trait commun, si ce n'est qu'ils ont tous bricolé avec papa. Donc, allez, tac, on va bricoler ensemble. Je ne suis pas vraiment un bricoleur, même je suis réputé, ma femme a tendance à m'empêcher de monter sur l'escabeau parce qu'elle a peur que je me fasse mal. Mais par contre, là, on a tout fait. Elle a dessiné. D'ailleurs, derrière, sa passion, ça a été de faire des maisons pour les Sims. On a pensé qu'elle deviendrait architecte. Et on a dessiné cette maison. On l'a inventée. On l'a construit, on allait dans les magasins de bricolage pour choisir les mosaïques, pour faire des faïences. On découpait des morceaux de moquette aussi. On faisait croire qu'on allait acheter de la moquette. Et on a tout fabriqué de A à Z. On l'a fait de manière modulaire. Et derrière, cette maison-là, ça a été exceptionnel parce que... Alors moi, je trouve presque ça indécent par rapport à ce qu'a fait ma femme, parce que moi, je suis toujours en déplacement. Mais je faisais très peu de choses, mais ce que je faisais, ça restait... c'était très, très marquant. J'ai fait ça, par exemple, la petite maison... derrière, on a acheté une petite maison à Héloïse, mais c'était pas pareil. Et puis moi, je ramenais des petites voitures de mes voyages sans dire que j'étais préoccupé de faire une éducation qui ne soit pas genrée. On ne s'est pas attaché à savoir si c'était des filles ou des garçons. On les a éduqués à l'envie, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si. C'est pas original. Il n'y a rien d'original, mais
C'est original de construire une maison. C'est singulier. Une maison quoi. de poupée avec sa On a avec fait sa une fille. petite maison de 50 par 50, plusieurs étages, toit amovible, sur lequel elle pouvait, avec les caplas, faire des maisons sur les maisons. Enfin voilà, c'est-à-dire que je pense que ça a développé de manière extraordinaire leur créativité. Tu parlais tout à l'heure du fait que ce soit indécent enfin, que tes filles se souviennent de ces moments-là que tu faisais alors que toi, tu étais au quotidien pas trop là. Alors j'imagine que tu sais que c'est un peu mon cas aussi. Et c'est vrai que comme je suis peu là, mes filles ont tendance à faire un peu la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on fait un truc, elles le survalorisent. Ouais, c'est sacralisé. Ouais. Comment vous avez vécu ça comment ta femme a vécu ça d'une manière générale et comment toi tu... Alors elle le vit bien puisqu'elle est restée avec moi. Ouais, c'est pas forcément... Non, je pense que on est à la fois fusionnel et très indépendant. Moi, je trouve que ce qui peut poser problème dans une relation de couple, c'est l'avilissement, c'est-à-dire que finalement, on se contraint sur tout et on n'a pas forcément envie de ranger ses chaussettes ou on a envie parfois de vivre dans un bordel. Sauf que ce bordel-là, il est bien pour soi, mais il peut être très emmerdant pour l'autre. Donc, le fait de vivre à distance, de ce point de vue, ça nous facilite un peu la tâche. C'est-à-dire que si on veut manger n'importe quoi, on mange n'importe quoi. Et puis, donc on a vécu les choses naturellement. Moi, j'avais une crainte absolue quand j'ai eu mes enfants, c'était que je meure sans qu'elles se souviennent de moi. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas de souvenir d'avant mes 3 ans. Enfin, d'avant leurs 3 ans. Et parce que dans la famille, sa mère était décédée, elle avait 3 ans. Et je trouvais ça insupportable. Tu vois, c'est un truc que je ne pouvais pas vivre. Et donc on avait monté un espèce de... Avec ma femme, je lui dis, écoute, il faut absolument que tu parles de moi tous les jours comme si j'étais dans la pièce à côté. T'étais déjà à l'époque, t'étais déjà en train de voyager à droite à gauche, c'est ça ? J'étais déjà à l'époque en train de voyager. Et cette question de la mort et de l'absence que tu as vécue il y a très peu de temps avec ton ami et associé, eh bien, moi, j'ai pas eu envie que... Voilà, j'ai pas eu envie que se crée de l'oubli et donc naturellement ma femme disait papa fait ci, ton papa, parce que on s'interdit de s'appeler papa maman. D'ailleurs mes filles m'appellent Jean-Luc. Ok. Elle m'appelle Jean-Luc ou elle m'appelle... alors, je suis passé par tous les surnoms. Elle m'appelle Jean Boulgour, Jean Poil, Jean Bugdoul, Padounet, Papounet. Voilà, j'ai tous les... Jean-Luc Disco aussi, parce que je prends de la place sur la piste. Okay. Donc, voilà, elle m'affuble de tous les surnoms possibles et j'en ai quasiment un par jour. Et c'est très agréable. Mais voilà, on s'appelle par nos prénoms. Tu vois, ça fait partie de ce que je dis quand on dit on est 4 êtres de même niveau, de même profondeur, mais de connaissance, on est différemment sachant parce qu'on n'a pas vécu la même vie. Quoique, tu vois, moi, je suis très intéressé par la physique quantique et les théories d'ondes et de corpuscules. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai du mal parfois à exprimer. Quand je te disais j'avais peur de ne pas rendre, je sais que dans ma tête, c'est infini et infiniment riche. Comme ma relation est infiniment riche. Mais comme pour la théorie des ondes et des corpuscules, c'est finalement la mesure qui fait, c'est-à-dire le regard qu'à un moment donné, on s'arrête, et c'est ce qu'on fait, et boum, à un moment donné, ça se fiche dans un état, et cet état peut ne pas rendre la multitude de tout ça. Donc, voilà, donc par rapport à la mort, par exemple, des fois je fais des... Oui, par rapport à la mort, moi qui ai été beaucoup touché par les questions des morts d'enfants, parce que c'est sur 3 générations, elle fait partie de la vie,
elle fait partie de ma vie, je la redoute. Hein, je suis pas du tout à l'aise, et surtout j'ai une envie de vivre extraordinaire. Des fois même, je me demande si je fais pas tant de choses parce que ma vie risque de s'écourter. C'est-à-dire que j'ai une espèce de boulimie qui me fait dire que voilà, il y a une quantité d'eau dans le seau et je suis en train de vider très vite parce que de toute façon, ça va s'arrêter. Donc j'ai cette peur-là. Mais en même temps, voilà, ces êtres-là, ils sont pas là, mais ils sont là. C'est-à-dire que Julia est là, Héloïse est là, ma femme est là, et puis on te parle ensemble, voilà, comme telle personne qu'on a beaucoup aimée et qu'on continue de beaucoup aimer, et de qui, tant qu'on va parler de ces gens-là, ils existent. C'est quand on arrête de parler d'eux. C'est pour ça que je suis si bavard, moi. C'est comme disait Doldo, je ne veux pas faire de ma planète la planète Terre, T-A-I-R-E. Donc je préfère parler trop, être gavant, mais dire les quelques petits mots qui, à un moment donné, vont permettre d'être dans l'être. Tu vois ? C'est trop con de passer à côté de... Voilà, donc c'est ce qu'on vit avec... c'est ce qu'on vit avec mes filles, avec ma femme. On le vit à distance. Et ben moi, je suis super heureux que Julia soit à Paris parce qu'elle a un job absolument super qui lui plaît beaucoup. C'est ce qu'elle voulait faire. Héloïse, elle suit son chemin. Elle n'est pas encore aboutie puisqu'elle est en Master 1. Elle aurait voulu être agent de joueur de hockey sur glace. Ça semble un peu difficile parce qu'aux États-Unis, c'est des professionnels et en France, il y en a 2, ils ne vivent pas de ça. Mais voilà, c'est important qu'elle soit là-bas. Et là-bas, c'est ici pour moi. Voilà, c'est-à-dire que comme la théorie corpusculaire, je suis partout à la fois, elles sont partout à la fois. Elles sont là, ton ami est là. Voilà, et bah oui, des fois, de temps en temps, on a des moments où la gorge se noue et on aimerait continuer de partager des choses. Mais moi, je me dis, bah tiens, est-ce que ce que je suis en train de raconter, ça va les gêner ? Est-ce qu'elles ont envie ? J'imagine Julien en train de sourire, en train de dire, sacré Jean Boulgour, qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? Ou Héloïse en train de se dire... en train de se dire non, presque les larmes aux yeux, en train de se dire, voilà, il nous a encore fait du Jean-Luc dans le texte. Mais on est là, c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'en est un pour toi. Tu vois ? Moi, j'ai pas l'impression, quand on en a discuté, que c'était un problème pour toi. Tu m'as dit, j'organise ma vie de telle façon à être plutôt le lundi et le vendredi. Moi, je fais pareil si je peux. Et puis, en même temps, en ce moment, j'ai créé un établissement secondaire vers Avignon. Il faut que je sois plus présent. Donc, j'y suis du lundi au vendredi. Des fois plus, parce que j'ai une vie sociale associative très importante là-bas. Et donc il faut que le samedi je sois au match de rugby de Montpellier, tu vois, mais voilà, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que j'ai envie de vivre et pour lequel j'admets même pas que mes filles aient un point de vue, un jugement, de la même façon que moi je supporte pas d'exprimer un jugement sur ce qu'elles vivent. Encore que, il m'est arrivé d'agir comme un con. Mais c'est ce qui me rend plus humain. Sinon, voilà. Sinon, qu'est-ce que tu as fait pour agir comme un con ? Bah, des fois, j'ai des formulations définitives. Il y a des moments, j'ai pu dire, je me souviens, je me suis surpris en train de dire à Héloïse, sans même savoir, oui, mais toi, voilà, sur le féminisme et sur la position des hommes, t'as jamais vécu ça, donc tu parles, c'est un concept pour toi, et en fait, je sais pas, quoi, je veux dire, je sais pas si elle a pas été agressée à un moment donné, en tout cas, je sais qu'il y a des moments, elle a vécu des agressions, je me souviens d'une fois, elle est rentrée, je sais plus quel âge elle avait, peut-être 15 ou 18 ans, et elle avait fait un texte qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux en disant qu'elle trouvait que c'était ignoble, enfin, l'agression d'une femme par un mec, une agression quasiment que verbale, mais qui était d'une grande brutalité.
Et c'était super important que j'ai pris le temps de lire son texte, qui faisait 5 pages, que je l'ai soutenu, que je l'ai relayé sur les réseaux sociaux, et que je me sois pas énervé, mais enfin... j'avais des amies femmes qui disaient ouais mais moi tu comprends moi il m'arrive jamais rien parce que je suis pas le genre à ce qu'il m'arrive des trucs. Ouais, c'est sûr, oui, t'as qu'à y croire qu'il t'arrive jamais rien parce que c'est pas ton genre. Si tu es face à un violeur, il peut t'arriver quelque chose mais voilà, lui dire si t'es pas arrivé, toi t'as ta petite vie tranquille, bourgeoise, et ben c'était dégueulasse de ma part. Voilà. Et des trucs comme ça, je peux en faire. Hein. Enfin, je veux dire, je sais que j'ai une capacité à décevoir l'autre qui est importante, mais c'est pour ça que je suis meilleur. C'est parce que j'ai cette préoccupation-là en permanence c'est une forme d'empathie, je sais pas, c'est comme ça que je le dirais. Pour revenir sur la mort, tu as la sensation que tes filles sont elles-mêmes marquées, que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu, des histoires de mort d'enfants de génération en génération, apparemment de ton côté, tu es en train de peut-être briser ce cercle, en tout cas dans ta famille. Tu as la sensation que ça les a marquées d'une manière ou d'une autre, cette propre peur pour toi ? Alors, Julien n'en a pas vraiment parlé, mais je sais qu'Héloïse... on a pu, je ne vais pas parler de stigmate, mais je sais qu'il y a du transgénérationnel. Et je le sais aussi par mes sœurs. Voilà, on a fait des fois des trucs de médecine un peu original, en tout cas pour sortir du médicament. Et un gars, par exemple, qui nous pinçait et puis pendant 5 minutes, et puis il nous disait « toi, t'as un problème d'abandon ». Ah ouais, tiens. Mais vraiment des trucs très très pertinents, quoi. Et Héloïse avait, je sentais qu'Héloïse, elle portait ces choses-là, comme moi je les portais. Alors peut-être que je l'aurais... on induit beaucoup. On induit, nos gosses sont des éponges, quand on a peur, on leur fait peur, enfin voilà, et on sait des fois pas réagir correctement, c'est-à-dire qu'on a toujours peur quelque part. On a peur qu'elles abandonnent leurs études, on a peur qu'elles fassent, on a peur on a peur du réchauffement climatique et du monde qu'on va laisser à nos gosses, on a peur que... donc cette peur-là, on n'a pas à leur transmettre, quoi. Il me semble que c'est quand même un sacré fardeau qu'on leur transmet. En même temps, je crois qu'on leur a transmis pas mal de choses. Moi, j'écris, tu vois. Je parle de sensibilité, mais j'ai toujours écrit des poèmes et des nouvelles. J'ai 2 ouvrages qui sont subterminés, mais qui le seront jamais, parce que je trouve que, c'est la fulgurance côtoie la médiocrité, mais en même temps, il y a des choses que je leur ai fait lire sur ce qui est arrivé à ma mère, ce qui est arrivé à mon père. Et parfois, on en parle avec ma femme et elle me dit, mais arrête avec le pathos. Mais c'est pas du pathos. Enfin, pour moi, c'est pas du pathos. Pour moi, c'est une façon de s'en libérer. C'est-à-dire que, au fond, tu vois, quand j'écris un truc sur... en plus, j'aime vachement la symbolique. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle De belles âmes jumelles. Et un autre qui s'appelle Le pèlerinage des enfants perdus. Et je suis un enfant perdu, mais c'est aussi des enfants qui sont morts, qui ont été perdus pour... la seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est que la vie est belle, qu'il faut la vivre intensément, qu'il faut donner le meilleur de soi-même aux autres, et que toutes les familles de la génération de mes parents ont vécu des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est notre singularité, mais au fond, c'est pas singulier du tout. Et des familles qui ont perdu des enfants, il y en a des tonnes, et des familles qui ont perdu des parents, qui ont... Ce qui va être problématique, c'est quand tu en fais un secret ou que tu pleures parce que ça te touche
c'est beau pour moi. C'est pas. Par contre, que tu pleures en rognant ta sensibilité. Moi, le plus beau cadeau que peut me faire et que m'a fait une femme un jour, elle m'a dit, Jean-Luc, t'es le premier mec que je vois reconnaître, accepter, accueillir sa fragilité. Moi, dans le mot fragilité, il y a l'agilité, quoi. Je me sens plus fort que n'importe qui. Celui qui pense que mon ennemi, si j'ai un ennemi... On en a tous quelque part. Non, il y en a des gens qui peuvent nous jalouser, qui peuvent trouver qu'on est con, qui peuvent... Mais bon... Est-ce qu'on le perçoit comme un ennemi? C'est ça la vraie question. Moi, j'ai pas cette notion-là. Oui, tu vois, ça. par exemple, dans l'entreprise, t'es pas contre les autres. Tu peux t'associer avec les autres pour faire des choses. Ouais, pour moi, il n'y a pas de notion d'ennemi. Il y a des gens. On peut construire des choses avec tout le monde, mais ça veut dire quelque part, il faut. Moi, j'ai quand même un ego surdimensionné des fois, mais le fait d'avoir un ego surdimensionné, ça m'empêche pas d'être humble et de me dire que voilà, ça, je serais meilleur avec les autres, construire des choses avec les autres. Donc, j'essaye toujours de trouver une solution pour construire différemment. Ça, c'est peut-être un peu ma force. Et par rapport à cette faiblesse présupposée qui serait la sensibilité, l'émotivité, moi, vraiment, ça me fait rigoler parce que je me sens beaucoup plus fort que n'importe qui. Tu vois, j'ai fait de la minéralogie cristallographie. J'ai une formation scientifique, j'ai même un doctorat de minéralogie cristallographie. Eh bien, j'ai fait de la microscopie électronique. Si tu regardes une surface plate, tu la vois plate, mais si tu la regardes avec un microscope, tu vois qu'il y a plein d'anfractuosités. Et moi, c'est ces anfractuosités qui m'intéressent, c'est-à-dire c'est là que je vais pouvoir venir. C'est ce qui fait que le gecko, il tient en l'air, et toi, tu tiens pas en l'air. Donc, c'est qu'un problème de regard porté sur les choses et les gens. Donc le regard que tu portes sur les choses et les gens, et a fortiori sur tes enfants, il doit être bienveillant, tolérant, empathique, accepter la différence. Voilà, la différence nous enrichit. C'est Saint-Exupéry qui disait quelque chose comme ça. Tu sais qu'on arrive à 1 heure? Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Est-ce que tu as la sensation d'avoir dit tout ce que tu voulais dire? Je ne sais pas, j'en ai 4-5 pages à côté. Je pense que j'ai dit des choses importantes, mais... T'as vraiment... Ah oui, j'ai bossé la hein. question. Ouais, j'ai bossé la question. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a une phrase qui était très importante... que j'ai vécu très vite avec Héloïse quand elle était enfant et que moi je me retrouvais à la garder le samedi matin. Alors je lui racontais des petites histoires, je lui disais alors c'est l'histoire on inventait nos contes et c'était elle toujours la fée du conte et elle dit pas moi, etc. Et bon, il y avait cette construction de la personnalité qui faisait que elle pouvait avoir envie de s'opposer à moi. Et une fois, j'ai eu, je sais pas, c'était une fulgurance. Je lui dis, tu es à moi. Et ça, je savais que c'était une agression. Et tout de suite, je lui ai dit, je suis à toi, on est à nous. Voilà. C'est-à-dire que elle avait, je sais plus quel âge elle avait, mais elle avait moins de 3 ans. Cet équilibrage des relations, tu n'es pas, ou alors si je disais, tu n'es pas un bébé, tu n'es pas un bébé, tu es mon bébé, voilà. Et moi, je suis le bébé de mon père, qui a 85 ans, moi j'en ai bientôt 58, je suis son bébé, et tu seras toujours mon bébé, mais voilà. Cet équilibrage, il est super important. Et je pense que les enfants, il y a une chose qui est super importante pour moi, que j'avais oubliée. Je fais partie d'un groupe de dirigeants Centre des jeunes dirigeants, bien que j'ai fait partie pendant 19 ans, et on réfléchissait sur le bonheur et l'entreprise. Et on avait pour mission de se rapprocher de nos enfants et de les faire parler du sujet. C'était en 2000. Héloïse avait 4 ans et demi. Et on avait inventé, par ma faute, des jeux psychologiques.
Alors, le jeu psychologique, c'est le truc le plus odieux dont il faut se libérer, mais on avait inventé ça, enfin surtout moi, c'est-à-dire que dans la relation à l'amour, moi je lui disais « Est-ce que tu m'aimes ?» Et un jour, elle m'a dit non. Et j'ai hurlé de rire. Une fois. Donc, mais j'ai hurlé de rire, mais au fond, j'étais meurtri, quoi. Mais je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai recommencé une fois. Est-ce que tu m'aimes ? Non. Ça m'a refait rire. Et j'ai de moins en moins ri jusqu'à devenir extrêmement triste. Et tu sais pourquoi elle te disait non ? Comment ? Tu sais pourquoi elle te disait non ? Ouais. C'était par jeu ou non ? Non, mais je vais te donner la solution. Et quand je suis arrivé, et un jour on se baladait tous les deux, je la tenais par la main, et je me retourne vers elle et je lui dis et c'est quoi pour toi le bonheur ? Et alors elle me dit comme ça, c'est de se faire rire. Et là j'ai compris qu'elle me renvoyait que j'étais devenu un homme triste. Que ce qu'elle aimait chez moi, tu vois, là, l'émotion me gagne, c'était ce sourire et ce rire que j'avais. D'ailleurs, un de mes surnoms, ça a toujours été l'homme qui rit. C'est-à-dire que, enfin, je ris pas d'ailleurs, je souris. Mais je souris tout le temps. Et elle me renvoie comme ça cette... Elle avait quel âge ? 4 ans et demi. Oui. Papa, tu ris plus. Tu ne ris plus. C'est dur, ça. Hein, c'est super dur. Et moi, donc là, je me suis accroupi, je me suis mis à son niveau. Et je lui ai dit, tu sais, Héloïse, ça me fait terriblement de peine quand tu me dis que tu m'aimes pas, même si c'est un jeu. Et du jour au lendemain, elle a cessé de me dire qu'elle ne m'aimait plus. Mais bon, ça c'était, c'est presque anecdotique, mais ce qui était important, ce qu'elle me renvoyait, c'est que j'avais un impact sur elle qui était super important, que j'avais un impact sur les autres, et qu'il était important que je donne le meilleur, même si le meilleur, c'est de pleurer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Mais que tout ça, c'est autour du naturel, de l'authentique, de... Voilà. J'avais presque réussi à... C'est pas grave. À pas exprimer, non, mais honnêtement... C'est pas grave de pleurer. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Et je sais que tu sais. Non, mais même, je vais même te dire, je suis même content parce que d'abord, c'est moi. Hein, et moi, sans ça, c'est un petit peu pas moi. Et je sais que tous les gens qui m'aiment, qui vont écouter ça, ils vont plus le prendre comme quelque chose de positif que le ridicule. Pour moi, ça n'existe pas, quoi. C'est dans ce sens que je suis un petit peu fantasque. Merci beaucoup, Jean-Luc. Mais je t'en prie, Fabrice, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu penses que tes filles vont dire de toi en écoutant je pense qu'elles vont dire, il nous a fait du Jean-Luc. Il nous a fait du Jean-Luc, ouais. Non, je pense que peut-être... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est que ça ne s'est pas du tout fait comme je l'avais prévu. Voilà, mais... faut pas prévoir. Héloïse m'avait prévenu, elle m'avait dit, tu verras... Fabrice, c'est aussi son talent de t'amener, voilà, donc c'est important. Et c'est vrai que c'est pas, je veux dire, j'ai pas fait une dissertation sur la paternité. Bonne idée. C'est un podcast. Voilà. C'est pas l'objectif du tout. C'est pas l'objectif. Puis vous pouvez préparer si vous voulez, mais vraiment, Jean-Luc, t'as beaucoup préparé. Hein. Non, mais moi, j'aime préparer. C'était important. Tu vois... 4-5 feuilles, quoi, pour... Voilà, elle m'a dit... Mais c'est important, super important, parce qu'elle me renvoie. Finalement, je ne sais pas forcément ce que je suis pour elle. Et elle me dit, papa, pour moi, tu es un guide qui nous encourage à oser. Tu es un émotif qui nous aide à accepter nos émotions. Tu es quelqu'un
qui vient nous faire vivre des choses exceptionnelles, parce que des fois tu reviens et tu nous fais vivre un truc qu'on n'a pas prévu. Et moi je suis super fier quand je suis au karaté. Héloïse me dit tu viens me chercher. Moi elle m'écrit c'est quand même beau ça. Encore maintenant à 21 ans, quand tu venais me chercher au karaté, c'était la folie. J'étais trop contente. J'avais l'impression de frimer avec mon beau gosse de papa. Elle est ceinture noire de karaté, hein, la gamine. Hein. Et c'est ça qui est important pour elle, quoi. C'est voilà, l'intéresser aussi. Quels que soient les âges, tu t'es intéressé à nous. Enfin, moi, si j'ai un message à donner au père, c'est intéresse-toi. D'ailleurs, c'est un proverbe chinois qui dit si tu veux que les gens s'intéressent à toi, intéresse-toi à eux. Et voilà, c'est. On terminera donc sur ce proverbe qui est aussi une Jean-Lucade, j'imagine. Ouais, peut-être une forme de Jean-Lucade, mais les Jean-Lucade, ma femme dirait, c'est plus décalé. C'est plus c'est puis parfois c'est même ça peut même être un truc pour créer une rupture, c'est-à-dire mettre la personne en situation d'être obligée de se livrer. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci Fabrice. À bientôt. Salut. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.